Chers amis, quand vous consentez à vous asseoir sur un siège de président, comme moi ici, méfiez-vous, il peut vous enfoncer dans le vide d'un pur honneur. Mais il peut aussi vous donner l'occasion d'exprimer notre propre merci. Et c'est mon cas. Grande, en effet, bien grande est ma joie de vous accueillir dans l'église de mon baptême et de mon ordination sacerdotale ici. Vous tous que j'ose, je dis bien j'ose appeler presque insolemment le tout venant de l'immense famille humaine, d'une famille, je suppose, si bariolée. Et c'est avec un écrivain bien français, mais aussi bien universel, une des premières victimes de la Grande Guerre, Charles Péguy. C'est avec Charles Péguy que j'ouvre cette rencontre sur sens et valeur du travail. Charles Péguy, je l'aime bien. C'est un de mes grands auteurs. C'est une des confessions que je peux faire en public. Il est l'homme inlassable, l'homme idéal qui a le chic de trouver le ton juste, même lorsque semble sonner le fond. Écoutez-le. Les événements, dit Dieu, c'est moi. C'est moi qui vous caresse. C'est moi qui vous rabote. Mais c'est toujours moi. Chaque année, chaque heure, chaque événement, c'est moi. C'est moi qui viens. C'est moi qui vous aime. C'est moi. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Et j'aborde le grand sujet de notre rencontre. La crise actuelle du travail, hérissée d'impasse plus que d'issue, pèse lourdement sur notre planète. L'homme sans travail est mutilé dans sa personnalité et dans ses solidarités. Cette blessure se ressent à tout âge, d'homme ou de femme, à chaque échelle de la société, mais elle se fait plus intolérable pour un jeune chômeur avant même d'avoir travaillé. La valeur du travail tient, on ne le dira jamais assez, la valeur du travail tient à l'homme lui-même, qui en est l'auteur et qui en est le destinataire.
c'est grâce à son travail qu'il participe à l'œuvre du Dieu créateur. Il faut reconnaître que l'Église, dans son ensemble, a mis du temps pour entrer avec ce qu'on appelle la révolution industrielle dans l'orbite de la condition ouvrière et du travail rémunéré. Le jeune pionnier fut un vieux pape de 81 ans, Léon XIII, avec son encyclique au titre bien significatif Rerum Novarum. Les choses changent, les choses sont nouvelles. Une encyclique datée du 5 mai 1891. Ce fut, d'après ce qu'on peut lire dans la presse de l'époque, un événement considérable. Mais il ne semble pas que son document ait eu l'impact que le pape attendait. Il a même essuyé, dans certains milieux catholiques, une sourde fin de non-recevoir. Il a fallu attendre 40 ans pour que Pie XI, indigné par une trop longue et trop vaste conspiration, puisse célébrer et promouvoir dans Quadragesimo Anno, en 1941, ce texte qu'il appelait la Grande Charte des travailleurs. Heureusement, tous les papes, jusqu'au pape François, se sont rattrapés par des encycliques sociales qui ont marqué ce lointain anniversaire d'il y a de 40 ans avant. Laborem exercens, connaissez-vous cette exhortation apostolique du pape Jean-Paul II? Il m'appela de Marseille, où j'étais archevêque. Il m'appela tout exprès à Rome pour monnayer, pour multiplier, pour renforcer un document. Il avait tout préparé. Il avait même annoncé le jour où il le présenterait sur la place Saint-Pierre à l'occasion d'une audience générale, mais à peine quelques minutes avant de prononcer sur la place Saint-Pierre son discours sur Laborem exercens, il tomba, vous le savez, sous les balles d'Ali Akcha. J'ai quelques lettres d'ailleurs d'Ali Akcha personnelles. Je vous cite simplement, parce que mon intervention n'est qu'une introduction, je vous cite 3 petites perles de cette encyclique sur le travail. Premièrement, le travail humain est une clé et probablement la clé essentielle de toute la question sociale du point de vue du bien de l'homme.
Le travail est pour l'homme et non l'homme pour le travail. Le capital doit être au service du travail et non le travail au service du capital. Ce sont des paroles d'un pape qui avait été lui-même, qui avait été ouvrier de l'usine Solvay en Pologne. Deuxième petite banderille, les processus de production, en se modifiant, modifient le sens même du travail et lentement dégonflent son hypertrophie héritée de la révolution industrielle du XIXe siècle. Encore aujourd'hui, heureusement, l'homme se fait par le travail. L'homme se définit encore par le travail. Mais ce n'est plus sa seule identité fondatrice, ni le seul englobant de toute l'organisation de notre société. Il nous faut cependant, et je suis heureux d'avoir autour de moi des experts et des gens travailleurs ou sans travail, il nous faut à nous tous trouver au travail une autre place trouvée au travail, ou plutôt retrouver sa véritable nature en le dégageant de l'emprise marchande et financière. Troisième banderille. Au temps du jeune Marx, la durée hebdomadaire du travail dans les manufactures était, tenez-vous bien, de 75 heures. Le besoin d'un contrepoids a fait naître peu à peu le loisir des masses, devenu un phénomène central de la société, comme le montrait déjà en 1963 Dumas-Zedier avec un livre intitulé « Vers une civilisation du loisir ». Au travail dénaturé, loisir dénaturé. C'est drôle, comme l'homme ne sait plus se reposer aujourd'hui. Il gâche même son loisir en cherchant à s'occuper et à tuer le temps. Aux emmurés, tout est mûr, même une porte ouverte. Au forçat du travail, tout est sueur, même le loisir. Prenant en main le loisir autant que le travail, l'homme prend sa vraie mesure. Autre réflexion avant de conclure. Tel est le sens biblique du repos hebdomadaire du 7e jour. Aujourd'hui, dans une société séculière et pluraliste, pour sauvegarder le vrai sens du dimanche avec toutes ses harmoniques, nous sommes tous appelés à faire preuve d'imagination et d'audace en le défendant coûte que coûte contre la banalisation des week-ends et les conscienteries, l'Église, de remplir un devoir social
autant qu'une mission religieuse, de promouvoir une tâche cosmique autant qu'un service humain. Et j'avais ajouté, peut-être excité davantage par mes jours de repos ici, dans mon village natal, à Espelette, j'avais annoté aussi une dernière obligation concernant le travail. C'est comment la terre manque de travailleurs. C'est un scandale. Et j'avais trouvé, je suis très conservateur de papier, une vieille revue de presse que j'avais notée avec un livre qui m'avait passionné d'Henri Mendras sur le passage du paysan à l'agriculteur. Et depuis que je suis ici, il y a quelques jours à peine, j'ai vu que les agriculteurs d'un département français se sont, comme j'allais dire, excités et pris conscience de l'importance des syndicats. Et je suis heureux de voir que le pape, tout le premier, tout récemment, a encouragé les travailleurs à se syndiquer, avec bien sûr pas mal de nuances, mais je voulais dire que le travailleur lui-même agricole a sa place, je dirais plus que jamais, même si cette place est renouvelée. Voici ce que dans le journal de ce jour-ci j'ai lu d'agriculteurs, un appel: arrêtons le gâchis, redonnons des perspectives aux agriculteurs et du sens à leur métier. Nous avons beaucoup à faire. Dans ma famille, on peut dire de plusieurs générations, du côté du père et de la mère, et je m'aperçois combien l'agriculteur aujourd'hui a beaucoup de place à reconnaître et à exercer une transformation de son travail de paysan à l'agroculture. Et je termine, comme je l'avais dit, vous m'excusez. Tenir l'essentiel est, dans une société nécessaire, une société qui devient un marché où tout s'achète, tout se vend au goût utile ou futile de chacun. Nous sommes provoqués à l'essentiel dans une situation d'urgence. On met en sécurité la nourriture plus que la vaisselle, le moteur de la voiture plutôt que les enjoliveurs. On sauve des flammes le bébé plutôt que le portrait de la grand-mère. Tenir l'essentiel et tenir jusqu'au bout. J'aime ce proverbe haïtien, un pays des plus désolés du monde, dont on ne parle pas assez, et un pays qui, alors que c'est le premier pays de l'Amérique latine à avoir réglé son indépendance. Et un proverbe
que j'ai recueillis là-bas lors de mes nombreux voyages haïtiens n'accusent pas le puits d'être trop profond. C'est ta corde qui est trop courte. Voilà, je m'arrête. Trop long sans doute, mais je termine quand même par une référence évangélique qui m'a toujours frappé. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, ont dit les apôtres pêcheurs à Jésus sur le lac, et nous n'avons rien pris. Mais le chrétien, c'est ma dernière phrase, mais le chrétien est un homme de la nuit qui ne se contente pas d'attendre l'aube d'un monde nouveau, mais qui, dans l'obscurité même, avance et comme s'il voyait l'invisible et répond à l'appel du large, sur ta parole, je jetterai les filets. Jetons nos filets et allons au grand large. Amen. J'espère que nous sommes tous équipés de cordes suffisamment longues, car non seulement le puits est profond, mais nous sommes appelés à nous y abreuver un certain temps. J'espère ne pas abuser du vôtre. Monsieur le cardinal, je vous remercie vivement de m'avoir invité, en tant que président des Semaines sociales de France, à poursuivre avec vous cette réflexion active dans cette belle église d'Espelette sur le sens, le contenu de la valeur du travail aujourd'hui. Ce sera ma tâche, comme président actuel des Semaines sociales de France, de dire comment cette organisation de laïcs s'est abreuvée au puits de la tradition sociale chrétienne qui remonte au Christ lui-même et peut-être encore davantage. Je vais donc d'abord en quelques mots expliquer ce que sont ces semaines sociales, dire quel est le message principal qu'elle retire de cette doctrine vivante de l'Église sur le travail, sur l'emploi, sur le chômage, et quelles innovations elles ont tenté d'apporter à partir de ce puits vivant, mais aussi, et ce sera la dernière partie de cet exposé, comment honnêtement aujourd'hui ce travail des semaines sociales, à partir du trésor de la doctrine sociale chrétienne, se trouve devant une certaine forme d'impasse, devant laquelle nous sommes défiés, pour reprendre votre propre parole, à être humblement mais fortement audacieux et innovants. Les Semaines sociales de France sont nées en 1904, et alors que vous rappeliez, monsieur le cardinal, qu'on avait attendu près de 40 ans pour donner suite à la révolution culturelle et religieuse, spirituelle de Rerum Novarum, un certain nombre de laïcs chrétiens en ont été émus très rapidement et au début du siècle précédent, tellement impressionnés par ce trésor, ont voulu le faire fructifier concrètement dans la réalité du monde du travail, des entreprises, de l'industrie, de l'agriculture, des services. C'est le but initial des Semaines sociales de France, et c'est toujours leur but aujourd'hui, que de faire rentrer dans une application concrète, à partir des problèmes de terrain, la richesse de cette force d'interprétation, cette force de transformation que constitue l'espérance sociale chrétienne appliquée au monde du travail. Sur quels aspects fondamentaux, vous en avez rappelé quelques-uns, monsieur le cardinal, les Semaines sociales de France, donc mouvement de laïcs,
se sont-elles particulièrement arrêtées? Peut-être cela pourrait-il se résumer dans une parole de saint Ambroise, un père de l'Église un peu oublié, qui disait que chaque travailleur est la main du Christ qui continue à créer et faire le bien. Saisis dans la vie quotidienne de leurs entreprises, de leurs administrations, de leurs écoles, de leurs universités, de leur famille aussi, car on travaille pour la famille et en famille, ces hommes et ces femmes ont retenu de l'interpellation sociale chrétienne 3 choses. D'abord, une perspective personnaliste. Le travail a pour point de départ l'homme qui l'accomplit et pour point d'aboutissement l'homme au service duquel il est accompli. Donc une vision personnaliste du travail qui est tout sauf une marchandise. Le contrat de travail n'est pas un contrat comme les autres, mais il associe des personnes en vue du bien des personnes. Une vision relationnelle. Le fruit du travail, c'est de mettre des personnes en relation avec d'autres et de permettre à chacun de contribuer à la vie de la communauté, aussi modeste soit cette contribution. Donc une perspective relationnelle. Travailler, c'est plus que jamais aujourd'hui, travailler avec les autres et pour les autres. Enfin, et peut-être ce 3e trésor est particulièrement important de nos jours, où nous pouvons penser être dans l'impasse, vous l'avez dit, monsieur le cardinal, la doctrine sociale chrétienne fournit à tous ceux qui travaillent, qui doutent de leur travail ou qui sont à la recherche d'un emploi sans le trouver, une confiance inébranlable dans le fait que ces difficultés ne sont pas dues à des fatalités, mais qu'elles peuvent, grâce au génie créateur humain, grâce à l'espérance qui peut animer tout homme dès lors qu'il a foi en l'homme, elles peuvent faire face à toutes les impasses, à toutes les difficultés, et les transformations que la mondialisation, l'évolution des technologies imposent au travail sont en réalité autant d'opportunités pour renouveler la face et l'organisation du travail lui-même, pour qu'il reste fidèle à sa vocation d'humanisation. Si tel est le petit résumé de l'apport de la doctrine sociale chrétienne à la question du travail, apport personnaliste, relationnel, apport de confiance et d'espérance, les fruits que depuis plus de 100 ans les semaines sociales de France et d'autres semaines sociales en Europe en ont retiré, peuvent se lire dans plusieurs temps forts. Pendant longtemps, et en particulier avant la Deuxième Guerre mondiale, les semaines sociales composées d'entrepreneurs, d'artisans, d'agriculteurs, d'ouvriers, de syndicalistes ont contribué à des réalisations concrètes ayant permis d'enrichir les droits sociaux, les droits que nous connaissons aujourd'hui à travers les retraites, à travers l'accès à la santé, à travers les prestations familiales, le droit aux vacances, ne sont pas venus d'un seul coup. Ils n'ont pas été imposés par le Conseil de la Résistance, mais ils sont venus sur un terrain d'initiatives pratiques qui sont venus du souffle de la doctrine sociale que portaient concrètement, au jour le jour, tous ces ingénieurs, tous ces universitaires, tous ces syndicalistes pendant un demi-siècle. Ainsi, les semaines sociales ont-elles contribué à faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale de marché, qui est une combinaison entre les forces du marché, la responsabilité de l'État dans l'assurance de la distribution équitable des ressources et le rôle de la solidarité qui peut toujours être volontaire. Au fur et à mesure que le chômage a grandi dans notre pays, particulièrement dans les années 70, et qu'il est apparu, selon les termes de la doctrine sociale de l'Église, comme une véritable calamité sociale, l'accent des semaines sociales s'est déplacé de la question des droits sociaux et du salariat vers celle de la lutte contre le chômage, dans ce qui a culminé au début des années 2000, sous l'impulsion notamment de Jean Boissonnat et de Michel Camdessus, dans ce qu'on a appelé le contrat d'activité. On sait ce que c'est que le contrat de travail. C'est un contrat qui rattache le salarié à un employeur, public ou privé, dans le cadre bien défini du Code du travail.
contrats à durée déterminée, mais si possible aussi, pour leur majorité, des contrats à durée indéterminée. Les semaines sociales ont proposé une innovation majeure consistant à mettre en face d'un salarié non pas seulement un employeur, mais une pluralité d'employeurs publics et privés, éventuellement régionaux, municipaux, de telle façon qu'en cas de chômage, en cas de rupture de la charge de l'entreprise initialement employeur, d'autres employeurs puissent assurer le relais et qu'ainsi, dans la durée, l'activité d'un salarié puisse constamment être préservée de cette situation qui est le drame, d'être coupé de toute relation, de toute activité. Des phases successives de travail habituelles dans l'entreprise pouvaient être complétées par des phases de travail associatif, des phases de formation professionnelle, et l'ensemble ayant une valeur continue, assurant une rémunération constante à travers cette notion d'employeur collectif, mutualisant en quelque sorte leur responsabilité vis-à-vis d'un salarié donné. Cette initiative révolutionnaire consistant à établir une relation non pas entre un employeur et un salarié, mais entre une mutualité d'employeurs et un salarié pour éviter la rupture du chômage, inspire encore aujourd'hui les innovations du dialogue social. Mais ces choses vont lentement, et dans la toute dernière période, les semaines sociales ont été amenées à constater qu'on n'avait pas assez donné d'importance à la qualité des relations professionnelles au travail. En leur absence, ces biens sociaux que sont la formation continue, la gestion prévisionnelle du travail en cas de changement d'activité ou en cas d'innovation technologique, ne pouvaient vraiment se développer et qu'il convenait d'ailleurs, dans l'esprit de la doctrine sociale de l'Église, de donner une importance accrue à la qualité de la vie professionnelle au travail, à la qualité des relations professionnelles, à ce qu'on appelle les DRH. Il ne s'agit pas simplement d'une question de ressources humaines, mais d'une question fondamentale. Le bien et la qualité des relations au travail conditionnent le succès à la fois personnel et celui de l'entreprise. Aujourd'hui, face à l'ampleur des difficultés de l'emploi et du chômage, nous pourrions, en tant que semaine sociale, faire un constat lucide. Nos propositions sont-elles vraiment à la hauteur des difficultés que rencontre l'économie en France et en Europe? Face au taux de chômage des jeunes, aujourd'hui 25%, et François Villeroy de Galhau nous en dira certainement un mot à l'échelle française et européenne, face à l'importance du nombre d'adultes qui vivent dans des familles où personne ne travaille, il y en a près de 10% en France, qui ne sont pas dénombrés par Pôle emploi au titre du chômage et qui sont découragés, face au décalage entre les qualifications qu'un grand nombre de salariés occupent et les compétences qui leur sont demandées. Le stress au travail a souvent pour origine cette distance entre ce que l'on sait faire et ce qui vous est demandé. Face aussi à la pression, il faut bien le dire, que les rythmes financiers imposent aux restructurations qui vont bien au-delà des capacités humaines d'adaptation. Face à l'appauvrissement du dialogue social, ce qu'on appelle les partenaires sociaux sont maintenant organisés dans des groupes très complexes et sophistiqués qui ne sont plus nécessairement directement adaptés aux nouvelles entreprises d'aujourd'hui, aux nouvelles conditions du travail. Face à l'ampleur du chômage de longue durée, est-ce que ces bonnes idées, le contrat d'activité, l'amélioration des relations professionnelles du travail, le développement des droits du travail, est-ce qu'elles ne doivent pas fondamentalement se renouveler? Ne faut-il pas partir à zéro? Ne sommes-nous pas dans une impasse face à laquelle la ressource de l'enseignement social chrétien, qui est celle de la confiance dans la créativité, doit plus que jamais nous être présente à l'esprit? Eh bien oui, je voudrais dire ici que nous sommes aujourd'hui dans une époque au moins aussi bouleversée et bouleversante
que celle qui a vu l'encyclique Rerum Novarum il y a plus de 100 ans, en 1891, bien plus que 100 ans. Et pour faire fructifier le capital de confiance que nous donne cette doctrine sociale de l'Église, il nous faut faire appel à des courants nouveaux que nous n'avons peut-être pas suffisamment vus en tant que Semaine sociale de France, mais qui sont probablement porteurs de ce que j'appellerais un nouvel imaginaire du travail, une nouvelle manière de donner sens à la valeur du travail dans la vie professionnelle ou non professionnelle. Je voudrais vous signaler 4 courants nouveaux, en tout cas relativement récents, auxquels il faut prêter attention, sur lesquels on peut s'appuyer pour garder le cap sur cette valeur personnaliste, cette valeur universelle et relationnelle du travail. D'abord, et ça ne vous étonnera pas, la place croissante des femmes dans le monde du travail et particulièrement dans le monde salarié. Elles sont aujourd'hui près de 80% des actives à occuper effectivement un emploi et leur place à tous les échelons de responsabilité et de compétences, malgré des déséquilibres évidents, qu'on appelle insuffisance d'égalité des chances, ouvre la voie à une mixité professionnelle, source de diversité, source de complémentarité, source de prise en compte aussi de la vie hors travail, de la vie familiale, et cette présence accrue des femmes, cette présence indéniablement forte, peut devenir un moteur puissant d'amélioration des relations professionnelles et de la qualité de vie au travail. Il faut que nous travaillions avec cette force de la présence des femmes dans le monde du travail, dans tous ces échelons aujourd'hui. Autre changement, c'est l'accroissement des temps de loisirs ou de vie familiale ou de vie associative dans la vie entière. Au début du XXe siècle, la durée annuelle, la durée dans une vie du travail, pour un travailleur travaillant 75 heures par semaine, était de 125 000 heures dans sa vie. Aujourd'hui, elle est de 66 000, presque la moitié. Et quand on raisonne avec l'allongement de la durée de la vie, la part du travail dans notre vie au total a été réduite d'une proportion 4 par rapport à ce qu'elle était au milieu du siècle précédent. De tels bouleversements, rendus possibles par les gains de productivité, attestent aujourd'hui d'une certaine désabsolutisation du travail, du souhait d'un grand nombre de nos contemporains, notamment ceux qui bénéficient des RTT bien connus et souvent critiqués, de pouvoir mieux conjuguer sur un plan personnel vie familiale, vie professionnelle, vie associative. Nos contemporains sont à la recherche d'une unification de leur vie qu'on ne peut qu'encourager. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Cardinal, si le travail n'est plus la seule valeur fondatrice de l'homme, ni l'englobement de toute l'organisation de la société, on peut cependant donner au travail une autre place, lui donner sa véritable nature en le dégageant de l'emprise marchande. C'est ce qui se passe, lentement, sous nos yeux, par une modification des équilibres entre vie professionnelle, vie de famille, vie associative. Ceci correspond à une aspiration de nos contemporains. Les exigences d'une croissance, on dit, plus sobre, plus respectueuse de l'environnement, pourraient aussi apporter une opportunité pour la multiplication d'emplois d'un nouveau type. La dernière encyclique du pape François fait une allusion directe à ce qui doit décroître, les activités inefficaces du point de vue de l'énergie ou des ressources naturelles, pour que d'autres domaines de satisfaction des besoins puissent croître. C'est ainsi que de nouveaux concepts sont apportés à la vie économique, comme celui un peu barbare d'économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, économie circulaire? C'est une économie qui est composée d'un cercle d'entreprises en amont, en aval de chacune d'entre elles, chacune réutilisant les matières non utilisées par celle qui l'a précédée pour en faire quelque chose, de telle manière qu'en définitive, il n'y ait plus rien qui soit gaspillé. Dans une telle perspective, il peut y avoir énormément de création d'emplois de qualité, mais ce ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Il faudra donc affronter des changements, rentrer dans de la formation professionnelle. On sait que ce n'est pas facile, mais cette économie circulaire pourrait être, pour peu qu'on la conçoive comme un moyen de coopérer
avec les pays qui nous entourent, et notamment les pays africains, qui pourraient beaucoup bénéficier d'une telle nouvelle répartition des tâches, faire partie de ces boucles circulaires, nous arriverions à des solutions nouvelles. Les technologies nouvelles, c'est aussi les technologies de l'information, de l'informatique. Les bouleversements qu'elles apportent au monde du travail ne sont que faiblement représentés par le télétravail, le fait d'être chez soi et de pouvoir travailler à partir de son ordinateur. Ce n'est qu'une toute petite partie des bouleversements que le monde des technologies nouvelles apporte à la question du travail. La notion de temps de travail pour quelqu'un qui reste assigné chez lui et qui peut éventuellement répondre en week-end, mais qui peut aussi travailler depuis son lieu de vacances, n'a plus du tout le sens que lui donne habituellement le code du travail. Et il est urgent de concevoir un nouveau dialogue social qui soit fondé sur des projets et non pas sur des corporations pour que, à ces possibilités des nouvelles technologies, répondent un véritable épanouissement de l'homme et de la femme au travail et une des créations d'emplois correspondant à leur potentiel. Ces quelques pistes laissent pressentir que nous sommes bien à l'aube d'une nouvelle recomposition de la vie au travail, aussi importante que le fut dans l'après-guerre l'avènement du salariat. Sous l'effet de ces changements de société, ces changements technologiques, sous la poussée de la mondialisation, d'un développement plus durable, les formes anciennes du travail peuvent et doivent se renouveler. L'accent devrait être mis désormais, du moins pour ceux qui sont attachés à la tradition sociale chrétienne, sur l'harmonie entre les différents temps de vie, harmonie, un terme cher au pape François. En conclusion, face à de tels bouleversements, face à ces pistes, à ces chances qui s'offrent à nous, et qu'il nous faut aborder avec confiance, comme nous y invite la tradition sociale chrétienne, que pouvons-nous faire en tant que simples croyants, simples citoyens? La force de la pensée sociale chrétienne est d'inspirer pas seulement l'architecture sociale, les grands principes, mais tout autant les comportements personnels, ceux de chacun d'entre nous, hommes et femmes, par exemple aujourd'hui, ici, à Espelette. J'aimerais donc conclure sur quelques questions que tout un chacun peut se poser lorsqu'il s'agit de sa relation au travail et qui peuvent conduire à des réponses précurseurs des grands changements que je pressens. Que puis-je faire pour donner une chance aujourd'hui à des jeunes sans qualification et qui sont en attente, mais qui ne se manifestent pas aisément auprès de moi? Les nouveaux venus dans mon entreprise, dans mon administration, sont-ils initiés aux codes et aux pratiques du travail de ma société et de mon service? S'ils ne le sont pas, il y a de grandes chances que leur contrat à durée déterminée ne se transforme pas en un contrat stable. L'entreprise où je travaille reflète-t-elle la diversité de la population active? Et Dieu sait que cette diversité s'est accrue, pas seulement hommes et femmes, mais aussi la plus grande diversité des cultures dans notre pays. Mes associés, mes collègues sont-ils reconnus dans leurs fonctions sur un pied d'égalité? Les finalités de mon travail sont-elles claires, partagées par tous les membres de l'entreprise ou du service public où je me trouve? Y a-t-il à mes côtés des salariés qui peinent à accomplir leurs tâches, qui n'osent pas le dire? Comment puis-je les reconnaître et comment puis-je les aider? Je termine, chers amis, par ces modestes questions. Elles ne nous empêchent nullement de penser à des bouleversements plus audacieux qui seront ceux des semaines sociales de demain, comme par exemple le renouveau du dialogue social dans l'entreprise, auquel je n'ai fait qu'une brève allusion, ou encore celui d'une remise à plat des liens entre protection sociale, sécurité sociale d'une part, et les diverses formes d'activités marchandes ou non marchandes. Un monde s'offre à nous si nous concevions que pour bénéficier des prestations sociales, on pourrait le faire à travers, pas seulement le travail salarié rémunéré, mais d'autres formes d'activités que nous ne savons pas suffisamment reconnaître et qui pourtant sont utiles dans la famille, dans le monde associatif, à la société. Mais ces petites questions, pour peu que nous y répondions, peuvent faire de nous, jeunes ou moins jeunes, chacun personnellement, ce que Michel Candesu, dans le dernier chapitre de son livre, appelle des gens de bien, dont l'efficacité pour rendre le monde meilleur est insoupçonnée, insoupçonnable. Chers amis, je vous fais une proposition concrète, ce sera ma dernière parole. Si vous êtes intéressés par un tel type de démarche, qui partant du terrain, partant de l'expérience locale où je travaille, veut déboucher sur des propositions ou sur un partage de propositions sans attendre
que le vaste monde ne change sans attendre la révolution du Code du travail. Alors je serais très heureux, soit de vous rencontrer, soit que vous puissiez rencontrer M. Daraïdou, il m'a dit qu'il accepterait d'être votre intermédiaire, de manière à ce que nous puissions prolonger concrètement, à la lumière de cette richesse immense que le cardinal nous a montrée, notre volonté de faire du travail concrètement aujourd'hui quelque chose de digne de l'homme. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais vous dire d'abord simplement ma joie d'être là. Et Monsieur le Cardinal, vous exprimez deux reconnaissances anciennes. La première date de 1992, j'avais un peu plus de 30 ans et avec un ami, vous nous aviez accueillis dans votre appartement à Rome. Nous menions une réflexion sur la finance et l'enseignement social de l'Église. C'est un sujet compliqué. Je n'oublierai pas la chaleur et la simplicité avec laquelle vous nous aviez encouragés. Et puis 4 ans plus tard, c'était en 1996, vous nous aviez accueillis ici, à Espelette, déjà dans cette magnifique église. Je ne vous cache pas que je n'aurais pas pensé à l'époque que je me retrouverais en plein milieu d'un mois d'août, un jour, à parler du travail en cette période de vacances dans l'église d'Espelette, mais je suis particulièrement heureux de le faire. Je voudrais vous parler aujourd'hui à partir de mes diverses expériences. Je précise que j'ai été banquier, personne n'est parfait, mais je ne le suis plus. Je suis aujourd'hui chargé d'une mission auprès du Premier ministre, mais je parle à titre personnel et je voudrais vous dire rapidement une conviction de chrétien, 3 tensions que j'observe autour du travail comme responsable économique, et puis, pour finir, et c'est là que j'insisterai le plus, comme le Père Esponde m'y a invité, mon espérance d'Européen pour le travail des jeunes. Ma conviction de chrétien, rapidement, elle se situe dans le prolongement de ce que le cardinal et Jérôme Vignon nous ont dit, et je suis frappé à quel point l'Église porte une ambition forte pour le travail. Et pour moi, cette ambition, elle se résume en une phrase. Nous avons tous besoin, croyants ou non croyants, d'une spiritualité du travail. J'emploie ces mots de spiritualité du travail non par hasard, parce qu'ils se retrouvent très souvent dans cette encyclique de Jean-Paul II sur le travail humain, Laborem Exercens, qui date de 1993 et dont le cardinal a parlé. Mais il ne faut pas qu'on s'habitue à ces termes. Il n'y a pas d'expression plus nécessaire aujourd'hui, mais il n'y a pas non plus d'expression plus incongrue. Beaucoup de nos contemporains cherchent du travail, beaucoup de nos contemporains cherchent la spiritualité, mais peu de gens le mettent ensemble. Et ça vaut pour moi aussi. Il y a eu un grand révolutionnaire dans l'Europe au VIe siècle, c'est Saint Benoît, le fondateur des monastères modernes. Et vous savez qu'on résume son enseignement par cette petite phrase en latin, « ora et labora », prie et travail. Le dernier pape, François, dans son encyclique Laudato Si, dont on a beaucoup parlé, salue le caractère révolutionnaire de ce message, mais je crois que c'est tout aussi vrai au XXIe siècle. Chacun de nous, quel que soit son travail et quelles que soient ses convictions, a besoin d'allier les deux. Or, spontanément, on met le travail du côté de la compétitivité, de la dureté, et la spiritualité peut-être du côté de quelque chose de plus personnel. Je crois que ce grand message de l'Église, il vaut pour tous les hommes. Nous avons besoin d'une spiritualité du travail. Alors j'ai parlé ensuite de 3 tensions autour du travail. Je crois que ces 3 tensions qui valent pour nous tous, mais qui valent en particulier pour les jeunes, dont je parlerai ensuite avec mon espérance. Je crois que ces tensions, il faut les regarder en face, et j'insisterai à chaque fois, ces 3 couples, sur le « et » qui relie les 2 termes que je vais employer. La première tension, c'est bien sûr celle entre le travail et le repos. Le cardinal en a parlé. Je suis frappé que ce mot vient très souvent dans l'Évangile, le mot repos.
L'Église valorise très largement aussi une forme d'espace intérieur dont nous avons besoin, mais d'une certaine façon, notre France de 2015, notre monde de 2015 est malade d'avoir à la fois trop de travail et trop de repos. On a parlé tout à l'heure de la difficulté des loisirs. Alors il y a bien sûr cette question du travail le dimanche, qui est une question difficile parce que je dois dire, avec un éclairage économique, que le travail le dimanche crée des emplois et est bon pour la croissance. Et que pour autant, je crois qu'il ne faut pas banaliser le dimanche et que cette frontière est essentielle. À chacun de juger si elle a été respectée dans les lois récentes. Mais ces lois contribuent à créer des emplois. Mais au-delà du travail du dimanche, je pense que le travail et le repos nous posent une question plus largement sur la vie de famille et cet enrichissement formidable, Jérôme Vigneault en a parlé, qu'est l'apport des femmes aujourd'hui dans le monde du travail. C'est la plus belle révolution que nous ayons vécue ces dernières décennies, mais je crois qu'il faut dire lucidement que nous ne sommes pas au bout de cette révolution et que beaucoup de femmes, quel que soit leur âge, y compris les jeunes mamans, ont une vraie difficulté à concilier travail, vie de famille et repos. Il me semble que là, il y a un non-dit qu'il faut que nous creusions. Deuxième tension, c'est la tension entre le salariat, le CDI classique, j'allais presque dire le CDI à vie, et puis les nouvelles formes de travail que nous voyons se multiplier. Autrefois, les jeunes rêvaient de rentrer dans une grande administration ou dans une grande entreprise. Je ne dis pas que ce rêve a disparu, mais beaucoup de jeunes aujourd'hui rêvent de rentrer chez Google ou de créer leur entreprise. Et ceci porte beaucoup de bonnes choses, mais ceci porte aussi des nouvelles questions. Ceci porte un besoin d'indépendance et d'autonomie. Ceci porte une aspiration entrepreneuriale et une capacité d'innovation. Mais ceci porte aussi des besoins de plus grande flexibilité et des dangers ou des risques de plus grande précarité. Troisième tension, et c'est sans doute la plus évidente pour nous tous, c'est la tension entre ce que j'appellerais le surtravail d'un côté et le chômage de l'autre. Nous le savons tous, notre société aujourd'hui voit coexister certains qui travaillent beaucoup et même qui travaillent trop, et certains, hélas, qui n'ont pas accès au travail. Et puis, entre les deux, il y a un sujet qui monte et sur lequel je voudrais appeler votre attention, qu'on pourrait appeler le sujet du travail moyennement qualifié. C'est un débat qui est en train de grandir aux États-Unis, ce qu'on appelle le débat des 25%, 50%, 25%, autour notamment d'un économiste qui s'appelle David Autor. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Les chiffres sont juste des ordres de grandeur. Pour les 25% de travail les plus qualifiés, il n'y a pas de grande menace, au contraire. Pour les 25% de travail les moins qualifiés, ceux-là, on en aura toujours besoin. Mais les 50% de travail moyennement qualifié, c'est sans doute ceux qui sont le plus directement menacés par la révolution numérique, par l'automatisation des tâches. Pour prendre un seul exemple qui peut nous apparaître lointain, mais aux États-Unis, il n'est pas si loin, pensez à la voiture automatique et pensez au travail de chauffeur de poids lourd. C'est peut-être un travail qui va changer radicalement et pour partie disparaître dans les décennies qui viennent. Et donc, d'une certaine façon, le ventre du travail, si vous me permettez l'expression, autour de ces 50% moyennement qualifiés, va beaucoup bouger et risque de se vider. Alors, après ces trois tensions, je voudrais terminer en disant ce qui est mon espérance d'un Européen. Alors, c'est vrai, j'emprunte ce terme à un livre que j'ai publié l'an dernier, que j'ai appelé « L'espérance d'un Européen », ce qui était un peu audacieux, parce qu'aujourd'hui, rapprocher l'Europe et l'espérance, ce n'est pas très intuitif. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là sur ce que nous voyons chez nos voisins? Il y a en Europe des pays qui nous ressemblent et des pays qui réussissent mieux que nous. C'est le cas particulièrement de l'Europe du Nord, bien sûr l'Allemagne, mais plus largement la Belgique, les pays scandinaves et nombre de nos voisins. Ils réussissent mieux que nous parce qu'ils sont presque au plein emploi et parce qu'on n'y parle plus de crise. Et ils nous ressemblent parce que ce sont des pays qui ont gardé un modèle social auquel nous sommes attachés et auquel eux sont attachés, avec des inégalités plus faibles qu'aux États-Unis ou qu'en Asie et des services publics
plus fort. Ces pays nous montrent qu'il n'y a pas de contradiction nécessairement entre la réussite économique dans la mondialisation et la poursuite de notre modèle social européen. Je viens de dire une petite phrase très simple, mais si nous nous arrêtons une minute, beaucoup d'entre nous, regardez le débat politique français, pensent que nous sommes écartelés, condamnés à choisir entre aller vers la réussite économique dans la mondialisation et garder notre modèle social européen. D'autres pays ont réussi mieux que nous cette compatibilité. Qu'est-ce qu'il faut pour cette compatibilité? Il faut plus de croissance, et nous avons besoin de croissance, pas n'importe quelle croissance, le pape nous le rappelle dans Laudato Si, mais nous ne réglerons pas nos problèmes de travail et d'emploi si nous n'avons pas davantage de croissance. Et pour avoir davantage de croissance, nous avons besoin de davantage de réformes. Alors si je parlais des réformes dont nous avons besoin, chacun de nous aurait son idée, et puis ça m'entraînerait très longtemps sous le toit d'Espelette. Je dirais juste que l'expérience des autres pays européens, c'est un triangle d'or des réformes. C'est une sphère publique plus efficace, mais nous avons besoin d'une sphère publique forte, elle peut être plus efficace. C'est deuxième point du triangle, développer l'esprit d'entreprise et d'innovation. Et troisième point du triangle des réformes, une éducation à tout niveau, de la maternelle jusqu'au supérieur, qui prépare le mieux possible les jeunes à l'emploi. Ces réformes peuvent se conduire dans la justice, et la justice m'amène à ce qui est, je crois, aujourd'hui la tâche la plus urgente que nous ayons, nous, Européens, c'est nous attaquer au chômage des jeunes. J'ai aimé, Monsieur le Cardinal, l'espèce d'enthousiasme juvénile, permettez-moi l'expression, avec lequel vous nous avez lancé un cri, une invitation à nous occuper du chômage des jeunes. Oui, il n'est pas de tâche plus urgente que de fournir une perspective aux 5 millions de jeunes en Europe qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi, aux 5 millions de jeunes qui forment les rangs des indignés. L'indignation, c'est bien, mais l'engagement et les solutions, c'est mieux. Alors, je voudrais juste mettre en avant une idée, un projet par rapport à cela, qui ne m'appartient pas personnellement. Nous l'avons notamment développé dans un texte signé avec Jacques Delors, Pascal Lamy, Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, dans la fondation Notre Europe. Et puis j'en ai parlé un peu dans mon livre. C'est de constater simplement la chose suivante. Les armées de jeunes au chômage, si vous me permettez l'expression, elles sont très largement au sud de l'Europe et dans les trois grands pays que sont la France, l'Espagne tout près d'ici et l'Italie. Ces trois grands pays représentent 2,5 millions, la moitié des 5 millions de jeunes au chômage. Mais parallèlement, dans le nord de l'Europe, qui a une très mauvaise démographie, il y a des besoins très importants de recrutement. Et il y a un appareil de formation professionnelle dans beaucoup des pays du nord de l'Europe qui est le meilleur du monde. On parle souvent du système d'apprentissage ou de formation professionnelle en Allemagne, mais c'est vrai d'autres pays européens. Est-ce que nous pourrions proposer à tout jeune Européen non qualifié, qui est aujourd'hui au chômage, une nouvelle chance? La chance, s'il accepte de passer une frontière, de recevoir pendant 2 ou 3 ans une formation professionnelle financée par l'Europe, d'apprendre une langue, d'avoir une perspective de métier, de retrouver une dignité et une valeur humaine, et ensuite d'avoir le choix soit de revenir dans son pays d'origine, ce que feront la grande majorité, soit de jouer pour quelques années la mobilité en Europe. Ce projet, nous l'appelons Erasmus Pro. Nous pensons qu'à horizon de 5 ans, il peut, pour 1 million de jeunes non qualifiés au chômage en Europe, représenter une chance aujourd'hui. Nous en avons même chiffré les coûts à 5 milliards par an. 5 milliards, c'est une grosse somme, mais à l'échelle de l'Europe, qui reste un continent très riche, et croyez-en un ancien banquier, ça reste une somme parfaitement accessible. Le travail, et je termine par là, au mieux, dans ce qu'il a de meilleur, c'est ce qui fait grandir l'homme. Collectivement,
c'est ce qui le fait poursuivre l'œuvre de la création. Personnellement, individuellement, c'est ce qui donne la chance à chaque homme, à chaque femme, de mener une œuvre, d'apporter sa marque. Donnons cette chance à nos enfants. Donnons cette chance à nos petits-enfants en nous inspirant de ce qui marche le mieux en Europe. Je crois qu'il n'est pas de priorité plus grande, je crois qu'il n'est pas de projet plus beau. Alors, comme le cardinal nous y a invités, jetons nos filets assez loin et avançons au large. Merci.